Au cœur brûlant de la savane africaine, lorsque l'air semble trembler sur l'herbe sèche, une bataille silencieuse se livre dont peu de gens sont témoins. Sous le soleil implacable, une silhouette élancée se détache à l'horizon. Un oiseau aux longues pattes, au regard imperturbable, aussi élégant que mortel. Il ne vole pas pour chasser, il marche, il traque, il attaque. C'est le secrétaire oiseau, un chasseur unique, forgé par un environnement qui ne pardonne pas les erreurs. Sa démarche lente dissimule une précision chirurgicale. Chaque pas mesure des distances invisibles, chaque ombre est perçue comme une menace potentielle ou une future nourriture. Avec ses pattes, pourvu qu'elles soient fortes, il peut abattre des proies dangereuses sans salir son plumage avec la poussière du combat. Un seul coup de pied, délivré avec la force d'un marteau, suffit à briser le cou d'un reptile ou à écraser le crâne d'un serpent avant qu'il ne puisse se défendre. Mais dans la savane, même les chasseurs les plus habiles peuvent rencontrer des adversaires qui défient toute logique. Parmi les hautes herbes, où le vent masque les mouvements et la terre retient la chaleur de midi, glisse un autre maître de la traque, le cobra royal, un prédateur qui impose le respect même aux animaux les plus expérimentés. Son venin est une phrase, et son regard pénétrant, un avertissement clair. Et bien que leurs royaumes se croisent rarement, le destin peut les réunir dans un scénario impossible, terre contre air, précision contre patience, poison contre force. Tous deux sont des créatures de la savane, façonnées par le besoin de survivre à la frontière entre la vie et la mort. Et lorsque ces deux chemins se croisent, la nature cesse d'être un paysage et devient un champ de bataille. Comment un oiseau peut-il affronter un serpent dont le venin peut le tuer en quelques secondes? Et que se passe-t-il lorsque l'équilibre de la savane se décide d'un seul coup? Le silence qui suit la question s'accroche à la savane, épais, presque tangible. Aucun mouvement ne vient troubler l'herbe sèche et l'horizon semble suspendu dans l'attente. Au milieu de ce silence doré, une silhouette s'élève au-dessus de l'herbe. Mince, aux longues pattes et au regard fixe, le messager sagittaire avance d'un pas ferme, possédant un équilibre que seule l'expérience de la chasse peut procurer. À première vue, elle semble inconsciente du danger qui l'entoure. Pourtant, chacun de ses mouvements est guidé par une précision extrême, héritée de générations qui ont appris à survivre là où la moindre erreur est fatale. Contrairement aux oiseaux de proie qui dominent l'air avec leurs griffes et leur vitesse, elle a choisi une autre scène, le sol. Leur territoire de chasse s'étend entre les buissons et les rochers, où les proies privilégient le camouflage plutôt que la fuite. Chaque pas de l'oiseau est une séquence précise, une danse de contrôle et de puissance qui engage chaque muscle de son corps. Les jambes se tendent, le cou s'incline doucement et les ailes s'ouvrent juste assez pour équilibrer la charge suivante. Chaque mouvement répond au précédent, comme si tout le corps obéissait à la même intention silencieuse. C'est dans cette harmonie de gestes que réside sa force, une machinerie naturelle conçue pour frapper avec une précision chirurgicale. Il n'a pas besoin du vol prolongé des autres oiseaux de proie, puisque sa puissance est au sol, au moment où la vitesse devient impact. Son regard, alerte et calculateur, domine tout. De loin, il perçoit le moindre tremblement dans les ombres de la prairie. Puis il avance avec un calme trompeur, s'arrêtant seulement pour mesurer, pour calculer. Il ne gaspille pas d'énergie et ne se précipite pas. Chaque pause est une décision, chaque pas une stratégie. Et dans la savane, où une erreur mineure peut coûter une vie, le messager sagittaire semble se déplacer avec la certitude de quelqu'un qui a déjà appris toutes les leçons du danger. Le changement se produit en un instant à peine perceptible. La posture de l'oiseau se raidit, son cou s'incline et son regard s'aiguise comme une lame. Là, une forme glisse avec une lenteur hypnotique, une vipère du Cap parfaitement reconnaissable à son motif d'écaille et au mouvement caractéristique de son corps, se déplaçant prudemment dans l'herbe. La proximité du prédateur transforme chaque instant en défi, car chaque rencontre exige de la précision. Le serpent ondule légèrement,
relève la tête et émet un court sifflement, un avertissement qui reflète son instinct défensif contre le prédateur qui s'approche. L'affrontement ne repose pas sur la force brute, mais plutôt sur la vitesse et la distance. L'oiseau avance d'un pas, les yeux fixés sur la tête du reptile. Et lorsqu'il tente de lancer la première attaque, sa patte s'abat comme un marteau lançant un coup sec et précis qui cherche à immobiliser immédiatement sans laisser de place à une contre-attaque. Le serpent se tortille, essayant d'échapper au coup, mais la précision de l'oiseau ne laisse aucune chance. Le secrétaire oiseau reste calme alors qu'il domine la tête du reptile, ses pattes fermes soutenant chaque mouvement de son adversaire. Il n'y a pas de précipitation ni de geste inutile. Chaque action découle de l'expérience et de la discipline que l'évolution nous a enseignées au fil des générations. Mais l'attaque ne s'arrête pas. Coup après coup, le messager sagittaire répète le mouvement jusqu'à ce que la proie cesse de réagir. Le serpent étant complètement immobilisé, le messager sagittaire ne perd pas de temps à hésiter. Il le soulève avec son bec, ajustant la position du serpent tandis que chaque geste suit un rythme précis guidé par des instincts affinés au fil des générations. La proie glisse entre ses serres et son bec, s'installant progressivement tandis que l'oiseau reste calme, garantissant que le processus de consommation se déroule rapidement et en toute sécurité. Avec la bonne position assurée, chaque mouvement prépare l'étape suivante de l'aliment vers son ingestion. L'oiseau commence à se nourrir, tenant fermement le serpent tout en ajustant sa position avec son bec. Les petites proies peuvent être avalées entières, glissées facilement dans sa gorge grâce à la coordination précise de ses muscles. Mais lorsque le serpent est plus gros, le processus change. L'oiseau le découpe en fragments avec des mouvements rapides et contrôlés, en veillant à éviter la tête où il peut encore rester du venin actif. Chaque portion est portée tranquillement à la bouche, avalée sans précipitation dans un acte alliant efficacité et sérénité implacable. Il n'y a aucun gaspillage. Chaque bouchée fournit l'énergie nécessaire pour soutenir vos longues journées de chasse. Un serpent de taille moyenne a suffisamment de calories pour durer une journée complète d'activité, même si dans des conditions normales, il peut avoir besoin de capturer plusieurs proies par semaine pour maintenir son rythme et sa force. L'efficacité de leur alimentation et la précision de leurs attaques garantissent que chaque effort investi dans la chasse se traduit par une survie et non par un gaspillage d'énergie. Satisfait, l'oiseau nettoie son bec par de brefs mouvements sur l'herbe sèche, geste presque rituel avant de quitter les lieux. Après avoir terminé son repas, elle s'éloigne avec le même calme qui la caractérisait pendant la chasse. Alors que les faucons et les aigles comptent sur l'air pour leur avantage, ce chasseur a trouvé sa domination sur le sol, là où les serpents et les rongeurs pensaient autrefois avoir le dessus. Sa capacité à se déplacer à travers les buissons épineux, à frapper avec rapidité et à maintenir une position d'attaque sans perdre l'équilibre, lui a conféré un rôle presque exclusif dans l'écosystème de la savane. Dans son environnement, rien n'est improvisé. La hauteur de ses pattes lui permet de se déplacer dans l'herbe sans perdre de vue le mouvement du sol. Son cou flexible et fort agit comme une extension de sa vision, anticipant toute tentative d'évasion. Nul besoin de se cacher ou de tendre une embuscade. La chasse est directe, ouverte et toujours au soleil. Dans un paysage sans abri où l'ombre est rare et la distance est un facteur, leur stratégie naît de l'adaptation. La force de leurs jambes remplace la furtivité et la vitesse remplace la surprise. Chaque pas qu'il fait répond à une leçon imposée par le terrain, une réponse sculptée par des générations de survie. Cette exposition constante au danger a façonné une nature audacieuse, presque téméraire. Il n'y a aucune hésitation dans ses mouvements, aucune peur dans son regard. Seulement la certitude de quelqu'un qui a fait du risque son environnement naturel. Mais elle n'est pas une chasseuse infaillible, car même le chasseur le plus expérimenté peut trébucher sur les limites du terrain. Pendant un instant, tout semble immobile. L'herbe bouge à peine, l'air reste suspendu et un lézard glisse entre les pierres, inconscient du danger qui le menace. La secrétaire avance avec précision, mesurant chaque pas, évaluant chaque mouvement de sa proie. Mais le sol trahit ses pieds.
Une pierre détachée cède sous son poids et le lézard, alerté par le mouvement, parvient à s'échapper juste à temps, ne laissant qu'une traînée de poussière qui se dissout au vent. À ce moment-là, il devient clair que la vitesse et la taille de la proie peuvent rendre la précision de l'attaque inutile, lui rappelant que le territoire n'offre pas toujours des victoires garanties. Cependant, même dans l'erreur, sa maîtrise est évidente. Il ajuste sa posture, réanalyse et continue. Il n'abandonne pas, car chaque jour dans la savane exige inévitablement une adaptation ou la mort. Mais la plaine change à chaque heure, chaque ombre et chaque trace étant effacée par le vent. Ce qui offre une proie aujourd'hui peut être une terre déserte demain. Comment alors ce chasseur parvient-il à anticiper un environnement qui ne cesse de changer ? La savane environnante n'offre pas un paysage uniforme. C'est une mosaïque vivante de prairies basses, de zones de broussailles plus hautes, de termitières et de cours d'eau temporaires alimentés par les précipitations. Chacun de ces éléments définit des opportunités et des pièges. Dans les zones récemment brûlées, la visibilité augmente et, par conséquent, les proies sont exposées. Les lézards et les petits serpents se réfugient dans les crevasses à côté des termitières, cherchant la chaleur de la terre. Le secrétaire scrute la carte, lisant constamment la texture et l'humidité, identifiant les types de proies qui pourraient apparaître dans chaque section. Leurs proies ne sont pas uniformes, pas plus que les solutions qu'ils appliquent pour les capturer. Les petits vertébrés comprennent les souris et autres espèces de rongeurs qui ont tendance à se trouver dans les zones à faible végétation, les jeunes oiseaux terrestres qui s'aventurent hors du nid au printemps et les lézards qui profitent de la chaleur de la journée. Durant la saison des pluies, s'ajoutent des amphibiens et une augmentation des gros insectes, notamment des sauterelles, qui en groupe attirent une multitude de prédateurs. Le régime alimentaire de l'oiseau combine donc des proies mobiles et cachées, ce qui nécessite une flexibilité dans la recherche et la prise de décision. Ce rôle alimentaire le positionne comme un modulateur de l'équilibre local. La maîtrise des populations de petits rongeurs prévient la surexploitation des graines et des jeunes pousses, et la chasse aux reptiles contribue à empêcher certaines espèces de serpents de devenir dominantes dans certaines zones. Parallèlement, sa présence modifie le comportement des autres espèces. Les herbivores comme les antilopes choisissent des clôtures ou des zones ouvertes s'ils savent qu'un secrétaire oiseau patrouille les bords, et ce mouvement modifie à son tour la répartition de l'herbe et de l'ombre pour les insectes et les graines. Cet équilibre ne dépend cependant pas uniquement de ses capacités de chasse ou de l'impact qu'elle a sur les autres populations. Sur le même territoire où sa présence impose l'ordre, le chasseur fait aussi face à la concurrence. La plaine, diverse et changeante, n'offre pas une domination incontestée. Lors d'une capture, des concurrents peuvent surgir soudainement, attirés par le mouvement ou l'odeur de la proie fraîchement abattue. Parmi eux, les chacals sont les plus patients. Ils gardent leur distance, suivant chaque pas avec un calcul méticuleux. Ils attendent le moment où le rapace relâche sa vigilance avant de bondir, comptant sur la confusion et la rapidité pour s'emparer de la récompense. Les mangoustes, quant à elles, opèrent selon une logique différente. Elles s'approchent à basse vitesse, contournant hardiment la scène, prêtes à se disputer les plus petits fragments ou à profiter des secondes qui les séparent de leur consommation. Parfois, leur audace les met au bord du danger, mais leur vitesse est généralement suffisante pour s'échapper avant de recevoir un coup mortel. Face à ces menaces, le chasseur ne recule pas. Il déploie ses ailes, se redresse et frappe le sol ou le ciel avec ses mains, autant d'avertissements qui suffisent à dissuader la plupart. Il ne poursuit ni ne persiste à lutter. Il défend ce qui est sien avec la même économie d'énergie avec laquelle il chasse. C'est dans cette tension constante que se révèle la véritable essence de son territoire. Un théâtre de force où le messager sagittaire doit se protéger non seulement des menaces, mais aussi de ses triomphes. Mais alors même que le danger sur Terre se dissipe, une autre menace vient d'en haut. Les vautours et les cigognes marabouts, toujours attentifs au mouvement ou à l'odeur d'une victime récente, commencent à descendre en large cercle, attirés par la possibilité d'un festin facile. Le chasseur lève le cou et déploie ses ailes, amplifiant sa taille dans un geste d'avertissement. Il frappe le sol de ses pattes, émet un bref sifflement avec son bec et tient bon jusqu'à ce que les intrus évaluent la distance et se retirent, terrifiés par les conséquences. La vigilance constante du messager sagittaire ne s'arrête pas avec le départ des vautours ou des cigognes.
Chaque jour dans les plaines présente un nouveau défi et celui-ci ne vient pas toujours des autres chasseurs. L'environnement lui-même peut devenir un adversaire. Les modifications du paysage dues à une sécheresse prolongée ou à des incendies intenses réduisent le nombre de proies et obligent le prédateur à élargir son rayon de recherche. Sur les terres fraîchement brûlées, les avantages sont temporaires, car la visibilité augmente et les petits animaux sont exposés parmi les cendres. Mais ces opportunités sont éphémères et la pénurie impose bientôt des trajets plus longs. La présence humaine modifie également leurs habitudes. Les passages ouverts par le bétail et les cultures créent des frontières où les rongeurs prospèrent ou disparaissent brusquement, et le chasseur doit apprendre à interpréter ces changements pour éviter de gaspiller son énergie. Dans ces conditions, leur capacité d'adaptation est mise à l'épreuve, car chaque décision implique de choisir entre explorer de nouvelles zones ou défendre des territoires où des rivaux attendent déjà leur opportunité. Cette demande constante d'adaptation a non seulement façonné son comportement, mais a également laissé des traces sur son corps. Chaque trait visible, chaque plume et chaque couleur répondent à un besoin précis imposé par l'environnement. Chaque élément de son anatomie semble conçu dans un but précis, prêt à agir à tout moment, révélant la précision et l'efficacité de millions d'années d'évolution. Comment cette chasseuse a-t-elle réussi à transformer son propre corps en outil de survie? L'apparition du secrétaire oiseau trouve son origine dans cette pression sélective constante. Le panache sombre qui couronne la nuque et les plumes en forme de cils ne sont pas de simples ornements. Ils fonctionnent comme des signaux visuels dans la communication avec les pairs lors des rencontres, tout en réduisant l'éblouissement et la poussière soulevée par l'herbe. Le contraste entre le plumage clair du corps et les ailes et la queue foncée permet de percevoir clairement chaque geste même à distance, un avantage qui va au-delà de la coordination de la chasse. En même temps, la posture droite et les mouvements calculés transforment les gestes en un langage qui facilite l'interaction au cours du lien de couple. Loin d'être un simple rituel, chaque démonstration devient une négociation visuelle constante qui transmet la santé, la vigueur et la volonté de partager les territoires, démontrant que la survie de ce chasseur dépend non seulement de la force, mais aussi de la communication et de la stratégie sociale. Tout comme chaque geste et chaque plume jouent un rôle dans la communication et la stratégie sociale, le corps de ce chasseur révèle aussi de subtiles variations qui reflètent les différences entre les individus. Concernant les sexes, l'espèce présente un dimorphisme très modéré. Mâles et femelles conservent des traits très similaires en termes de coloration et de silhouette générale. Les variations existantes se voient surtout au niveau de la taille du corps, où les femelles ont tendance à être légèrement plus petites, un détail qui, bien que minime, influence la dynamique de chasse et l'interaction au sein du territoire. Cette parité reflète le fait que les deux sexes assument des responsabilités similaires dans la vie quotidienne, de la recherche de nourriture à la défense des zones de reproduction, réduisant ainsi le besoin d'une différenciation marquée du plumage. La façon dont ils se présentent, la priorité qu'ils accordent à la défense plutôt qu'à la coopération et les nuances de leur communication visuelle préparent le terrain pour les rituels qui assurent la reproduction. Si l'apparence est un contrat écrit en plumes, la cour et l'élevage sont les exercices au cours desquels cet accord est conclu ou rompu. Comment transforment-ils ces signaux en un langage de parade nuptiale et en leçons qu'ils transmettront ensuite à leur progéniture? La savane a changé. Les pluies ont cessé et l'air est devenu plus sec, plus dense et plus exigeant. Au milieu de ce paysage qui semble endormi sous le soleil, un couple de messages sagittaires se prépare à l'un des moments les plus importants de leur cycle de vie, la reproduction. Après des semaines de patrouille sur le territoire et de défense de chaque parcelle de terrain sur laquelle ils marchent, tous deux commencent à afficher des comportements différents. Ils ne chassent plus avec la même intensité et désormais leurs mouvements s'accompagnent de vols amples et d'une chorégraphie précise, des gestes qui annoncent l'arrivée du cortège. Le mâle débute la séquence par un vol ondulant, ascendant puis plongeant, permettant à la lumière de midi de mettre en valeur l'éclat argenté de ses plumes. Parfois, il descend jusqu'à toucher presque le sol, déploie ses ailes et s'élève à nouveau avec une impulsion vigoureuse. Sur terre, le mâle s'approche lentement, marchant en rond autour de la femelle. Ses pas sont mesurés, son cou est incliné et les plumes de sa crête s'ouvrent délicatement,
se déployant comme un éventail qui montre force et symétrie. Chaque mouvement est observé attentivement par le partenaire qui maintient une certaine distance, debout, évaluant chaque geste avec un regard fixe et mesuré. L'atmosphère entre eux semble chargée d'impatience. Sa partenaire répond par de subtils mouvements du cou, de petites ondulations qui témoignent de l'intérêt, mais aussi de la réserve et de la prudence. Le mâle répète sa parade, ajustant sa posture et la largeur de ses plumes, faisant preuve de patience et de précision. Chaque geste, chaque pose, chaque légère inclination devient une communication silencieuse où se négocie la confiance nécessaire pour former un lien durable. Lorsque le rapace reconnaît enfin la persévérance et l'habileté du mâle, elle répond en se levant et avec des gestes plus ouverts, scellant son acceptation. Dans cette exposition, il n'y a pas de violence, mais plutôt une précision rituelle où chaque étape sert un but, établir la confiance nécessaire pour consolider une union qui peut durer des décennies. Durant les premiers jours qui suivent la formation du couple, les oiseaux ne restent pas simplement ensemble. Ils patrouillent le territoire de manière coordonnée, progressant à travers les hautes herbes et les buissons, observant chaque mouvement et s'assurant qu'aucune menace ne s'approche. Leurs parcours ne sont pas chaotiques, ils se complètent, permettant à chacun d'apprendre de l'autre et renforçant la confiance mutuelle dans la chasse et la surveillance. Ils se déplacent avec précaution et en synchronisation, ajustant la posture de leur cou et de leur crête, affichant des gestes subtils qui fonctionnent comme un langage silencieux de coordination. Entre poses calculées et pas mesurées, ils regardent chacun l'autre affronter une proie insaisissable, évaluant leurs compétences et réaffirmant la certitude qu'ensemble, ils domineront plus efficacement leur territoire. Leur proximité leur permet de se surveiller mutuellement pour détecter tout danger et d'anticiper les réactions face aux intrus ou aux concurrents. Cette pratique constante renforce la synchronisation dont ils auront besoin plus tard lorsqu'ils devront prendre soin de leur progéniture et maintenir la sécurité du nid. Le couple se prépare ainsi, jour après jour, au moment où il pourra traduire cette coordination dans la construction d'une maison commune. Là, parmi les branches qui résistent au vent, ils commencent à entrelacer des brindilles sèches, les unes après les autres, formant une large plateforme. Le nid n'est pas une structure légère, il doit supporter à la fois les adultes et leurs petits. Ils le construisent ensemble pendant plusieurs jours, en ajustant la base, en renforçant le bord et en tapissant le centre avec de l'herbe et du duvet pour créer un lit moelleux. D'en haut, ils peuvent surveiller l'horizon, détecter les prédateurs et repérer les proies. Cette hauteur n'est pas un caprice, mais une stratégie qui équilibre sécurité et visibilité. À l'intérieur du nid, la femelle pond 1 à 3 œufs, généralement avec un intervalle d'1 ou 2 jours entre chaque ponte. Chaque œuf reçoit de la chaleur dès sa ponte, ce qui déclenche un processus d'incubation qui dure environ 42 à 46 jours, durant lesquels les deux parents alternent dans la tâche. Le mâle est principalement chargé d'apporter de la nourriture, tandis que la femelle reste sur les œufs. Durant cette période, le silence règne autour du nid. Les vocalisations sont réduites au minimum et chaque retour se fait avec prudence. Parce que la moindre imprudence peut attirer l'attention d'un prédateur opportuniste, le couple se déplace avec précision, comme si la savane elle-même lui avait dicté un code ancestral de discrétion. Finalement, lorsque les jeunes éclosent, ils émergent couverts de duvet blanc grisâtre et sont vulnérables, aveugles et totalement dépendants de leurs parents. Les adultes les observent attentivement, se penchant sur eux avec des mouvements mesurés, évaluant leur vitalité et s'assurant que chacun est en sécurité avant d'agir. Ensuite, les parents commencent à les nourrir avec des proies coupées, leur apprenant dès le début que la viande est à la fois une source de subsistance et un danger. À mesure qu'ils grandissent, leur plumage s'assombrit, leurs crêtes se forment et leurs longues et puissantes pattes se renforcent lors de leur première tentative de se tenir debout. L'apprentissage ne commence pas lorsqu'ils quittent le nid, mais à partir du moment où ils observent les mouvements de leurs parents, la façon dont ils s'équilibrent, dont ils frappent leur proie ou dont ils scrutent le sol. Ce sont les leçons que les poussins mémorisent avec une précision instinctive et lorsqu'ils atteignent environ 3 mois, les jeunes oiseaux commencent à déployer leurs ailes, testant leur force lors de courts vols autour de l'arbre. Mais c'est sur la terre ferme qu'il développe son véritable talent.
C'est là qu'ils apprennent l'art qui définit leur espèce, la chasse avec précision et force. Les adultes les conduisent vers des zones sûres où les insectes et les petits rongeurs se déplacent dans l'herbe. Là, ils les regardent pratiquer leurs premiers coups, maladroits et mal coordonnés au début, mais précis et mortels au fil du temps. L'apprentissage est constant. Les enfants échouent, réessayent, et chaque erreur fait partie de la leçon. La technique n'est pas complètement héritée, elle se perfectionne avec l'expérience, et les parents, avec une patience inhabituelle chez les oiseaux de proie, accompagnent ce processus jusqu'à ce que les jeunes soient capables de chasser seuls. Ce dévouement prolongé révèle l'intelligence sociale de l'espèce. La monogamie des messages sagittaires répond non seulement au besoin de se reproduire en couple, mais aussi à une stratégie de réussite reproductive. En pondant peu d'œufs et en maintenant une longue période d'incubation, ils ne peuvent pas se permettre de risquer de perdre une partie de leur progéniture. Contrairement à d'autres oiseaux qui produisent de grandes couvées et comptent sur la probabilité que certains survivent, ce rapace investit du temps, de l'attention et de l'énergie dans chacun de ses œufs, assurant ainsi leur survie. Élever des enfants seuls serait impossible dans un environnement où chaque jour représente une menace. La coopération devient donc essentielle pour faire face aux risques du territoire. Ensemble, les parents maintiennent l'équilibre qui assure la continuité de leur lignée, partageant efforts, vigilance et nourriture dans une routine aussi exigeante que précise. De cette coopération naît un lien qui transcende le simple instinct. Plus qu'un lien émotionnel, c'est une alliance fondée sur la survie où chaque geste a un sens. Le résultat est une progéniture hautement qualifiée, dotée de réflexes finement réglés et d'une compréhension approfondie du terrain qui l'entoure. Une fois le processus d'apprentissage terminé, le cycle de reproduction prend fin. Les jeunes quittent le nid et rejoignent le vaste paysage de savane, tandis que les adultes, épuisés, reprennent leur routine, chassant à nouveau en couple et renforçant leur territoire depuis la cime des arbres. Ainsi, chaque saison répète la même danse, les mêmes rituels et stratégies qui, depuis des générations, assurent la survie de l'espèce dans un environnement aussi hostile que fascinant. Mais même dans cet équilibre où tout semble sous contrôle, la savane abrite des présences qui font irruption sans prévenir. Ce qui semble être le calme n'est en réalité qu'une trêve. Les ombres glissent silencieusement à travers les herbes dorées, se déplaçant avec une patience ancestrale et une détermination implacable. Ils font partie du paysage, mais n'y appartiennent pas. Ils habitent ses marges, là où la lumière s'estompe et où la vigilance des oiseaux s'affaiblit. Aux abords du terrain de chasse, quelque chose rampe avec un rythme hypnotique, s'approchant du domaine des oiseaux. Le calme devient tendu, comme si l'air lui-même ressentait l'invasion. Entre les herbes, quelque chose traverse l'horizon d'un mouvement lent et régulier. Ce n'est pas le vent qui pousse ces mauvaises herbes, mais une présence rampante et déterminée. Au-dessus d'une clairière, le messager sagittaire mâle veille. Sa silhouette, se découpant à contre-jour, se dresse aussi ferme qu'une statue. À quelques mètres de là, son petit observe les mouvements d'un petit rongeur qui s'échappe à travers les buissons. C'est une leçon de chasse, l'une des nombreuses que le père donne avant que le jeune orignal ne prenne son envol. La femelle, plus en arrière, reste en alerte, prête à intervenir si l'enseignement se transforme en menace. Mais soudain, l'oiseau perçoit quelque chose, une oscillation distincte, une interruption presque imperceptible dans le paysage. Ses yeux, habitués à distinguer le mouvement dans le chaos des herbes, repèrent une ligne sinueuse glissant à un rythme irrégulier. Le corps du mâle se tend. Il n'émet aucun son, mais sa posture change. Ses ailes sont partiellement déployées, un geste qui non seulement impose la distance, mais qui est aussi un avertissement et un enseignement. Le bébé l'imite, sans toutefois bien comprendre ce qui se passe. Le serpent émerge de l'herbe, son corps semble infini. Il s'élève avec une lenteur calculée, déployant sa capuche scintillante au soleil. C'est un cobra royal, reine parmi les reptiles, dont le venin est suffisant pour abattre n'importe quelle créature des plaines. Son regard fixe n'exprime pas la peur, mais une conscience absolue de son propre pouvoir. L'air s'épaissit entre eux. Deux prédateurs de royaumes différents s'évaluent, chacun lisant les signaux de l'autre avec la précision de ceux qui ont évolué pour survivre. L'oiseau avance à pas mesurés. Le serpent répond, en levant encore plus haut la tête, prêt à lancer son attaque.
Alors, premier mouvement, le mâle frappe le sol avec une patte, soulevant de la poussière. Le serpent attaque, lançant sa morsure avec une vitesse presque invisible, mais l'oiseau esquive et répond par un coup de pied violent qui atterrit à quelques centimètres de sa tête. Le coup résonne comme un tambour sur la terre. Une autre attaque, un autre coup. Le rythme s'accélère. C'est une danse violente, une succession d'attaques et de défenses qui semblent exécutées selon une chorégraphie instinctive. Les pattes de l'oiseau s'abattent encore et encore, rapides et précises, comme des marteaux. Les écailles du cobra résistent, mais l'impact s'accumule. Le serpent tente de reculer, cherchant un angle pour contre-attaquer. Il parvient à se précipiter en avant, frôlant une patte de l'oiseau. Le mouvement est presque imperceptible, mais suffisant. Le mâle, sans hésiter, répond par un dernier coup. Sa patte s'abat de toute sa force sur la tête du reptile. Un bruit sec, un spasme, et puis le silence. Le cobra se tortille une dernière fois avant de s'immobiliser. L'oiseau reste debout, respirant fortement. La bataille est terminée, mais quelque chose cloche. Une petite blessure à sa jambe commence à s'assombrir. Le poison, même si le contact est bref, fait déjà son chemin dans son sang. Le rapace tente de faire un pas, mais trébuche. La femelle et le jeune observent à distance. La jeune femme, inquiète, émet un léger sifflement. Un appel. Le père lève à nouveau la tête. Il les regarde, et son expression n'exprime pas la défaite. C'est un regard qui semble contenir le poids de la leçon. Le jeune homme n'oubliera jamais ce moment. Le vent souffle, et les plumes du mâle s'agitent doucement, tandis que son corps cède à la force invisible qui le traverse. Il s'effondre avec dignité, avec la sérénité de quelqu'un qui a accompli son devoir. Le silence retombe sur la clairière. Le corps du cobra gît immobile dans la poussière, et à côté de lui, celui de l'oiseau qui l'a vaincu. La femelle descend lentement, s'approche et reste immobile à côté de lui. Le jeune homme, de loin, observe avec un mélange de confusion et de compréhension instinctive. Il n'y a pas de regret, seulement une continuité. La savane ne s'arrête jamais. Chaque vie en nourrit une autre, chaque mort maintient l'équilibre de ce qui reste. Alors que le soleil se couche à l'horizon, un nouveau courant d'air souffle dans l'herbe, et avec lui, la promesse des choses à venir. Dans le ciel, l'écho du messager sagittaire résonne encore, un chant bref qui se confond avec le murmure du vent. Leur progéniture apprendra de cet exemple, car sur ce territoire, la survie est aussi un héritage. Mais toutes les espèces de la savane africaine ne sont pas en conflit permanent. Certaines, bien qu'appartenant à des mondes totalement opposés, parviennent à collaborer de manière les plus inattendues. Qu'est-ce qui pourrait bien unir deux espèces habituées à vivre aux extrémités opposées de la hiérarchie? L'aube colore les hautes herbes d'une couleur dorée. À l'ombre d'un acacia, une troupe de lions se repose près des restes d'un buffle récemment chassé. C'est la saison des migrations dans la vaste savane du Serengeti, lorsque le paysage est plein de mouvements et d'opportunités. L'air conserve encore l'odeur métallique du sang et le bourdonnement constant des insectes annoncent que la journée vient de commencer. Le calme semble absolu, mais à quelques mètres, deux chacals restent immobiles, observant avec une attention calculée chaque mouvement des lions. Ils sont à l'affût, mesurant la distance et attendant le moment où la sécurité l'emportera sur la faim. Pendant des heures, les grands félins se traînent paresseusement dans les buissons, jusqu'à ce que la léthargie les submerge complètement. Ce n'est que lorsque les rugissements s'éteignent et que les corps dorés restent immobiles dans l'herbe que les chacals s'aventurent en avant. Ils s'approchent prudemment, reniflant le sol et tournant la tête au moindre bruit. À quelques mètres de là, les lions dorment, satisfaits, ne montrant aucun signe d'inconfort. L'inattendu se produit alors, ils ne réagissent pas, ils ne se mettent pas en colère et ils permettent, au moins cette fois-ci, à ces petits intrus de terminer le travail qu'ils ont commencé. Cette tolérance momentanée révèle quelque chose de plus profond que le simple hasard. Bien qu'ils ne chassent pas avec la même force et n'agissent pas comme des compagnons directs, les lions et les chacals partagent un objectif fondamental. Tous deux recherchent de la nourriture dans un environnement où chaque bouchée est gagnée par la ruse et la patience, et où la survie dépend autant de la stratégie que de l'opportunité. Dans la savane, la charogne est aussi précieuse qu'une proie fraîchement tuée.
Guidés par un odorat extraordinaire et une ouïe toujours en éveil, les chacals détectent la mort à grande distance. Parfois, ils arrivent avant les plus grands prédateurs, attirés par une trace à peine perceptible portée par le vent. D'autres fois, ils découvrent un animal mourant et émettent un hurlement aigu et persistant qui rompt le silence de l'aube, un signal capable de parcourir des kilomètres et d'attirer l'attention des autorités du territoire. C'est parce que, malgré leur instinct et leur rapidité, les chacals n'ont pas la force nécessaire pour abattre et consommer complètement un gros animal comme un buffle. Le poids, l'endurance et la défense de l'animal lui-même font de la chasse une entreprise très risquée. C'est pour cette raison qu'ils profitent de la force des autres prédateurs, transformant l'opportunité en nourriture. Cette relation repose sur le commensalisme, un lien par lequel une espèce obtient un avantage sans nuire directement à l'autre. Les lions remarquent à peine la présence des chacals, sauf lorsqu'ils s'approchent trop près. Les petites charognards savent évaluer la distance. Ils attendent, se déplacent dans les buissons et ne s'approchent que lorsque les grands félins sont rassasiés ou se sont retirés. Parfois, cette attente peut durer des heures, mais la patience est généralement récompensée. Cependant, cette apparente coexistence n'est pas sans tension. Lors de certaines rencontres, un lion irrité peut attaquer et tuer un chacal d'un simple coup de patte. À d'autres moments, une lionne tolère la présence de ces petits intrus, tant qu'ils ne représentent pas une menace pour ses petits. C'est un équilibre délicat, basé sur l'opportunité et la prudence, une erreur de calcul. Une approche trop audacieuse et la collaboration se transforment en tragédie. Malgré cela, les chacals ont perfectionné leur stratégie. Leur corps compact et leur instinct calculateur leur permettent de se déplacer furtivement et de battre en retraite rapidement. Ils suivent les troupes de lions sur des kilomètres, en gardant toujours une distance de sécurité. Ils connaissent leurs habitudes, anticipent leurs mouvements et exploitent la moindre trace de leur activité. Lorsque les grands félins chassent, les charognards les observent. Lorsqu'ils se reposent, ils s'approchent pour inspecter les restes. Cette séquence se répète jour après jour, saison après saison, comme une chorégraphie ancestrale gravée dans les gènes des deux espèces. Cette danse ne se limite pas à des gestes et des mouvements. Elle possède aussi son propre langage. Dans les buissons, les chacals émettent des cris perçants, un code sonore capable d'attirer d'autres charognards, dont les vautours et les hyènes. Et parfois, ces signaux remplissent une fonction inattendue, nous alerter de la présence d'intrus. Lorsque les hyènes pénètrent sur le territoire des lions, les chacals intensifient leurs cris comme s'ils répondaient à une menace qui va au-delà de la simple recherche de nourriture. Cet échange d'alertes profite aux deux camps. Les lions renforcent leur contrôle sur le territoire et réduisent l'intrusion de leurs rivaux, tandis que les chacals bénéficient de déplacements plus sûrs et, en suivant les grands félins, accèdent aux carcasses sans avoir à les chasser eux-mêmes. Ce système, bien qu'apparemment simple, repose sur une économie de risque calculée. Pour les lions, abandonner une petite partie de leur proie ne représente pas une perte significative. Leur puissance de chasse et leur domination territoriale leur assurent un avantage constant. Pour les chacals, s'approcher d'un lion endormi ou distrait signifie s'exposer à un danger considérable, mais la récompense énergétique en fait un pari qui en vaut la peine. La savane devient ainsi un tableau de décision où chaque espèce évalue, avec une précision instinctive, l'équilibre entre risque et récompense. L'observation à long terme révèle une tendance. La tolérance mutuelle augmente lorsque les proies sont abondantes et diminue pendant la saison sèche, lorsque la faim aiguise les instincts et que la concurrence devient plus féroce. Durant ces périodes, les chacals deviennent plus audacieux et peuvent même s'approcher alors que les lions dévorent encore leur proie, risquant ainsi la fureur du prédateur. Ils n'en sortent pas toujours indemnes. Mais dans cet écosystème, même l'audace d'essayer fait partie du cycle de la survie. Cette exposition constante au danger a façonné son comportement. Chaque tentative ratée laisse une trace qui affine son instinct, faisant de la prudence sa meilleure arme. Avant d'approcher, le chacal analyse chaque détail de l'environnement. Il mesure les distances, identifie le vent et évalue l'humeur des grands félins. Il n'agit jamais par impulsion mais par calcul. Son regard scrute le terrain avec une précision méthodique. Il détecte les mouvements des vautours qui tournent au-dessus de sa tête, le léger frémissement de l'herbe qui trahit la présence d'insectes ou de rongeurs, et même le changement de direction du vent qui pourrait trahir leur odeur.
Chaque signe compte, car chaque erreur pourrait vous coûter la vie. Leur anatomie est conçue pour ce genre de surveillance constante. Ses oreilles dressées captent des sons presque imperceptibles, et son odorat très affiné lui permet de reconnaître l'état d'une proie à plusieurs kilomètres de distance. Il n'a pas la force d'un grand prédateur, mais son corps est conçu pour l'endurance et l'observation. Des pattes légères, des sens en alerte et un esprit qui calcule avant d'agir. Chaque mouvement est guidé par le souvenir des rencontres passées et l'intuition fine que seule l'expérience peut fournir. Dans cette prudence réside sa plus grande force, savoir quand avancer et quand attendre. Mais son rôle ne se limite pas à la ruse. Dans l'équilibre invisible de la savane, le chacal joue un rôle essentiel. Nettoyer après les autres, éviter l'accumulation de charognes et aider le cycle de la vie à se poursuivre. Ce n'est pas seulement un opportuniste, c'est un élément d'une machine qui maintient la santé de l'écosystème, une petite pièce indispensable au sein du vaste mécanisme naturel. Ce schéma se répète dans toute la savane et peut être observé dans des moments aussi subtils que décisifs. La lionne ouvre les yeux, le regarde, puis les referme. Dans cet instant fugace, la tolérance se manifeste dans sa forme la plus pure. Une trêve momentanée entre deux espèces qui, sans pacte, ont appris à coexister. Cette relation, à mi-chemin entre compétition et coopération, démontre que même dans un environnement régi par la force brute, il y a place pour la stratégie et l'adaptation. Dans la savane, rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque regard, chaque petit geste participe d'un équilibre invisible qui maintient l'écosystème en mouvement. Mais lorsque la proie devient une force organisée, la stratégie des chasseurs les plus puissants sera-t-elle suffisante ? Au cœur du Serengeti, la terre vibre sous le passage constant de milliers de buffles migrateurs. C'est la saison du mouvement, une des grandes odyssées de la savane, où la vie se déploie en masse et en danger. Un groupe de lions observe à distance, blotti comme une ombre silencieuse sur l'herbe, mesurant chaque instant avant de se lancer dans l'une des poursuites les plus audacieuses que ce vaste paysage ait à offrir. L'air est lourd de poussière et d'impatience. Le soleil tape sur le dos tendu des chasseurs, dont les yeux dorés calculent des trajectoires invisibles. Les lionnes se dispersent avec la précision d'une armée silencieuse, chacune prenant sa position. Parmi eux, un jeune mâle, à la fourrure légère et sans crinière, tente de suivre le groupe. Ses mouvements révèlent sa force, mais aussi l'impatience de celui qui ne maîtrise pas encore la stratégie. Au loin, sur une colline, le lion alpha observe. Son corps est imposant, sa crinière sombre, aux reflets cuivrés. Il n'intervient pas, il ne rugit pas. Son rôle n'est pas de chasser, mais d'observer. Chaque pas, chaque décision du groupe se déroule sous son regard. Devant eux, les bisons avancent comme un mur végétal. Leurs corps se frôlent, leurs sabots soulèvent des nuages qui brouillent l'horizon. Il y en a des centaines, peut-être des milliers. Chaque muscle travaille à l'unisson dans un mouvement ancestral, lourd et parfaitement synchronisé. Au cœur de cette masse, les mâles alphas protègent le cercle où se rassemblent les jeunes. Ils savent que les lions rôdent, ils l'ont toujours su. Le silence s'étend jusqu'à ses limites. Les insectes se taisent et, l'espace d'un instant, l'air semble immobile. Les lionnes se fondent dans l'herbe, invisibles. Le jeune homme guette du regard un signe, un léger mouvement qui indiquerait le début de l'attaque. Mais le vent change, juste un souffle, et un buffle lève la tête en reniflant. L'instant est brisé. La meneuse de chasse, une lionne expérimentée, fait le premier pas, et le Serengeti reprend vie. Le rugissement de la meute traverse l'air comme un éclair, et la poursuite commence. Des lions tentent de séparer un jeune buffle du groupe et le poussent dans une embuscade. La poussière aveugle, l'air est cinglant. Le jeune mâle court furieusement, submergé par l'adrénaline, sans attendre la coordination des autres, s'élancer prématurément. Une erreur minime, mais suffisante. Le buffle détecte le mouvement et réagit. Il ne fuit pas. Il pivote sur lui-même, affrontant la menace avec un rugissement qui fait trembler le sol. Ses bois massifs et acérés deviennent une arme. L'impact est brutal. Le jeune homme ne peut esquiver. Un coup violent le projette dans les airs. Son corps tournoie dans la poussière et hurle. La troupe de lions redirige l'attaque pour l'empêcher de tenter sa chance, tandis qu'il chute à plusieurs mètres. Le chaos ne dure que quelques secondes, mais dans la savane, quelques secondes peuvent décider entre la nourriture et la mort.
Quand tout est terminé, les lions parviennent à abattre un autre buffle et le groupe se rassemble autour de la proie tombée et en quelques minutes, la terre devient rouge sous l'ombre des chasseurs. Le jeune mâle, cependant, reste à l'écart, haletant, une plaie béante au flanc. Le sang coule lentement sur sa fourrure, se mêlant à la poussière. Il se lève avec difficulté, en boitant. Au loin, ses frères dévorent. Il s'approche en titubant, réclamant sa part, mais personne ne bouge pour lui laisser de la place. Il ne prend que quelques bouchées rapides avant que les rugissements des plus âgés ne le forcent à reculer. L'alpha observe de loin. Il n'approche pas, il n'intervient pas. Dans le langage de la meute, la compassion est une faiblesse dangereuse. La blessure n'est pas mortelle, mais quelques jours sans chasse suffiront à ébranler l'équilibre interne. Dans la savane, un lion blessé n'est pas un symbole de courage, mais un fardeau indésirable. Le soir tombe sur le Serengeti. La chaleur s'estompe et les ombres s'allongent comme des présages. Le jeune homme s'allonge sous un acacia, essuyant le sang avec sa langue rugueuse. Sa respiration est lente et son corps est épuisé. De là, il distingue les silhouettes de sa meute à l'horizon, les corps de ceux qu'il dévore, l'alpha se dressant telle une statue de feu au loin. Personne ne tourne son regard vers lui. Le vent souffle dans l'herbe, emportant l'odeur du bison mort. Dans ce silence, le jeune homme lève la tête. La douleur est toujours là, mais quelque chose de différent brûle dans ses yeux. Il a senti la force de l'ennemi, il a goûté à la chute. À cet instant, quelque chose d'essentiel s'éveille en lui, un mélange de rage et de détermination. De leur côté, les buffles poursuivent leur migration, indifférents au drame qui se déroule derrière eux. Au loin, le rugissement de l'alpha résonne, marquant leur territoire. Dans un pays où chaque erreur peut coûter une vie, un lion blessé et sans crinière pourra-t-il trouver sa place parmi les rois de la savane? Le jeune lion retourne sur son territoire, traînant son corps dans l'herbe sèche. L'air conserve encore l'odeur métallique du buffle abattu, une odeur mêlant victoire et sang. Chaque pas qu'il fait lui rappelle l'erreur qu'il a commise pendant la chasse. La blessure, à peine visible parmi la fourrure dorée, bat à son propre rythme, et la chaleur du jour se mêle à l'ardeur de l'échec. Au loin, leur troupeau se repose à l'ombre clairsemée des acacias. Le groupe a bien mangé. Leurs corps sont rassasiés et leurs estomacs satisfaits. Les lionnes lèchent leurs pattes poussiéreuses, tandis que les lionceaux s'ébattent au bord de la clairière. Mais le retour du blessé ne suscite ni enthousiasme ni compassion. Seuls des regards fugaces et un épais silence l'accueillent. Dans la langue des lions, la faiblesse n'a pas sa place. Dans une structure aussi stricte que celle des grands félins, la valeur de chaque individu se mesure à son utilité. La meute est une machine vivante, où chaque membre remplit un rôle spécifique. Les femelles chassent, les mâles dominent et les jeunes apprennent. Tout lien brisé menace la stabilité de l'ensemble, et le jeune homme, marqué par son erreur, devient soudain superflu. À leur approche, les lionnes se tendent. Elles ne grognent pas, mais leur corps se penche subtilement en avant, comme un avertissement silencieux. L'un d'eux, le plus grand, émet un rugissement bas, sec, à peine audible, suffisant pour marquer les limites. Il s'arrête haletant. Il comprend le message. Les oursons qui le suivaient auparavant avec curiosité sont aussitôt repoussés par leur mère d'un coup de museau ferme. Dans la savane, la distance est toujours une forme de protection. Au loin, au sommet d'une petite colline, le lion alpha observe la scène. Sa crinière sombre brille au soleil couchant, et bien qu'il ne bouge pas, sa présence suffit à maintenir l'ordre. Il est le symbole de la hiérarchie, le poids de l'autorité. Il n'a pas besoin d'attaquer pour imposer sa domination. Son regard seul définit la position de chacun. Le jeune homme baisse la tête, non par soumission, mais par instinct. Tu ne peux pas le défier, pas maintenant. Il s'allonge à l'écart du groupe, à l'ombre d'un rocher usé par le vent. De là, il observe les autres se nourrir des carcasses de bisons. Ses frères plus forts et plus expérimentés déchirent la chair avec facilité, partageant ce qu'il a aidé à chasser mais pas à abattre. Parfois, une lionne apporte un morceau de viande à ses petits, et l'odeur les frappe comme une punition. La faim se mêle à l'humiliation, mais il ne s'approche pas. Un faux pas, et il pourrait être expulsé. L'après-midi s'estompe lentement, et avec lui, le murmure des insectes commence à remplir l'air. Le jeune homme lèche doucement sa blessure.
La salive la nettoie, mais la pique aussi. Sa respiration est profonde et laborieuse. Chaque battement de cœur lui rappelle qu'il est toujours en vie, bien qu'isolé. Ce n'est pas la mort qu'il craint, mais la condamnation de l'oubli au sein de sa propre espèce. Dans les heures les plus sombres, même les prédateurs connaissent le poids de la solitude. En biologie lyonnaise, le rejet n'est pas une question de cruauté, mais d'efficacité. Les groupes ne peuvent se permettre la compassion. La survie exige l'ordre, et l'ordre ne tolère aucune faiblesse. Un lion blessé attire les charognards, retarde les voyages et menace la sécurité des lionceaux. Ainsi, les malades s'isolent ou sont isolés par leurs proches. C'est une loi aussi vieille que la savane elle-même. Le jeune homme lève la tête lorsqu'il entend un rugissement lointain. C'est l'appel des femelles qui repartent à la chasse. La majeure partie du groupe se met en route, laissant derrière eux les lionceaux et une paire de jeunes lionnes chargées de les garder. L'alpha, de sa position, se lève et disparaît dans l'ombre. En quelques minutes, la clairière est plongée dans le silence. La nuit tombe avec une lenteur solennelle. Les grillons commencent leur chant et l'air se rafraîchit. Le jeune lion reste immobile, le regard fixé sur l'horizon. La lune l'illumine, et dans ses yeux se reflète quelque chose de plus que de la fatigue. Une étincelle qui n'est pas encore éteinte. Son corps tremble de douleur, mais son regard reste fixe. Dans ce silence absolu, où toute créature cherche refuge, il décide de résister. Dans l'ombre, une jeune lionne s'approche. Elle ne porte ni viande ni geste de réconfort. Elle s'arrête simplement devant lui, fixe la blessure et l'espace d'un instant leur souffle se mêle. Puis il s'éloigne sans un geste, laissant derrière lui une légère empreinte dans la poussière. Il la suit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il ne sait pas si c'est par compassion ou par simple curiosité. Le jeune homme tombe sur le côté, poussant un rugissement sourd, presque comme un soupir. Non pas de défaite, mais de détermination. La nuit s'étend sur lui, profonde et dense. Dans la savane, les forts chassent, les faibles tombent, mais certains, comme lui, attendent. La savane se réveille enveloppée d'un silence dense, interrompu seulement par le bourdonnement lointain des insectes et le murmure du vent dans l'herbe sèche, du Serengeti d'or et de cuivre. Parmi les ombres qui s'estompent, une silhouette reste immobile, le jeune lion blessé. Sa respiration est lourde, marquée par la douleur qui palpite sous sa peau, mais ses yeux restent ouverts, vigilants. Il sait que le repos, dans la savane, n'est pas un droit, mais un risque. Le reste du troupeau est dispersé. Les chasseurs expérimentés se sont éloignés, suivant les traces des bisons. Au centre du territoire, il ne reste que les plus jeunes lionnes, les inexpérimentées, celles qui ne maîtrisent pas encore l'art de la chasse, et avec elles, les lionceaux. L'air sent la poussière et la peur, le calme qui précède quelque chose d'inconnu. Soudain, un bruit perce l'aube. Ce n'est ni le brame d'un buffle, ni le cri d'un oiseau. C'est un rire court, sec et retentissant. Un rire rauque qui semble jaillir du sol lui-même. Les lionceaux lèvent la tête et les plus jeunes lionnes tendent leurs muscles. Des buissons, une silhouette émerge d'une démarche assurée, une grande hyène mâle au cou épais et au regard rusé. Elle se déplace avec la confiance de quelqu'un qui a parcouru ce territoire à plusieurs reprises, attiré par l'odeur de la viande et l'absence de chasseurs adultes. Le jeune lion observe en silence. Ses oreilles sont aplaties. La blessure sur son flanc palpite à chaque respiration, mais ses instincts sont déjà enflammés. Les lionnes reculent de quelques pas, formant un demi-cercle protecteur devant les lionceaux, mais aucune d'entre elles n'avance. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est biologique. Ils doivent préserver les petits et éviter un combat qui pourrait attirer une meute de hyènes. Si une seule d'entre elles tombait, les conséquences seraient fatales. Le jeune homme comprend, personne n'interviendra, il est seul. Son corps tremble légèrement lorsqu'il se redresse. Sa jambe blessée pèse lourd, mais le devoir l'emporte sur la douleur. Pendant quelques secondes, il fixe simplement l'intrus. La hyène s'immobilise, reniflant l'air. Il sait que son adversaire est faible. Le prédateur et le charognard s'observent en silence, deux survivants de mondes différents unis par un même objectif, vivre un jour de plus. Un rugissement profond rompt le silence. Le jeune lion a lancé son avertissement. Le son vibre dans l'air, soulevant la poussière et forçant les lionceaux à se serrer les uns contre les autres. La hyène répond par un rire guttural, presque un défi. Elle avance en inclinant la tête.
Ses jambes bougent avec une lenteur calculée à la recherche d'un angle, d'une distraction, d'une ouverture. Mais le lion ne recule pas. Sa respiration se transforme en un grognement régulier, son regard en une ligne de feu tendue. Chaque mouvement lui fait mal, mais la peur s'est transformée en autre chose. Il ne se bat pas pour lui-même, mais pour la meute, pour les chiots qui ne peuvent se défendre. Son instinct a laissé le doute derrière lui. Il ne reste plus que le devoir. Le premier affrontement est brutal. La hyène se précipite sur le côté, tentant de mordre la plaie ouverte. Le lion pivote avec un rugissement retentissant et fend l'air d'un coup sec. Il n'atteint pas la cible, mais la force du coup est suffisante pour faire reculer l'intrus de quelques pas. La hyène répond par un bond et parvient à effleurer le flanc du lion, déchirant une partie de sa fourrure. La douleur le secoue, mais le félin ne cède pas. La terre se transforme en poussière. Le bruit des combats lève l'aube. Chaque rugissement est un appel ancien, une voix qui traverse les générations. Le lion bondit à nouveau, mordant le cou de l'ennemi. La hyène crie, se débat, mais ne peut s'échapper. Dans un dernier effort, le jeune homme la plaque au sol, et même si sa blessure s'élargit, il ne s'arrête pas. La fureur le soutient. Il n'y a ni calcul ni stratégie, seulement le pouls vif de la survie. Pendant un instant, les deux hommes restent prisonniers d'une danse sauvage. Puis la hyène parvient à se libérer, gémit et recule en titubant. Ses oreilles se plient, son regard oscille entre peur et frustration. Il ne trouve plus aucune raison de continuer. Il se retourne et marche dans l'herbe, disparaissant au loin, tandis que son rire s'estompe dans les échos de la savane. Soudain, le silence revient. Le jeune lion se tient debout, haletant, couvert de poussière et de sang. Son flanc tremble, la blessure palpite, mais ses yeux restent fixés dans la direction où son ennemi a disparu. Autour d'eux, l'herbe se remet à onduler doucement. Le vent souffle sur le sol, emportant avec lui une odeur de sang et d'adrénaline qui se dissipe lentement. Le jeune lion se tient debout, haletant, la fourrure hérissée, le regard fixé sur l'horizon où la hyène a disparu. Son corps tremble, non seulement à cause de l'effort, mais aussi à cause de la douleur qui s'abat sur la blessure qui n'a pas encore cicatrisé. Autour de lui, le silence s'installe comme une reconnaissance. Il n'y a pas de célébration, mais pas d'indifférence non plus. Juste le poids d'un acte qui a bouleversé l'équilibre au sein du groupe. Les lionnes, qui étaient restées immobiles pendant l'affrontement, s'approchent prudemment, et maintenant leurs mouvements sont différents. Ils ne s'éloignent plus, ils ne l'observent plus de loin. Ils s'approchent lentement, le corps bas et la queue baissée, témoignant d'un mélange de respect et de curiosité. L'un d'eux s'arrête devant lui et, sans crainte, effleure son flanc avec son museau. C'est un geste bref, presque imperceptible, mais qui change tout. Un par un, les autres l'imitent. Ils l'entourent, formant un cercle silencieux. Le jeune homme s'effondre, épuisé, sa respiration profonde soulevant la poussière du sol. Le soleil, descendant à l'horizon, projette ses longues ombres sur l'herbe. La scène a quelque chose d'un rituel. La queue des lionnes se balance au rythme du vent, et les lionceaux, jusque-là cachés, sortent de leur cachette et s'approchent timidement. L'un d'eux ose toucher sa crinière naissante, premier symbole du changement qui fera bientôt de lui un adulte. Il n'y a ni rugissement ni geste de pouvoir, seulement le calme qui vient après le sacrifice. Au loin, la savane annonce le retour des troupes de chasseurs. Les lionnes parties à la chasse reviennent couvertes de poussière et imprégnées de l'odeur du sang. Parmi eux se trouvent les frères du jeune homme, ceux-là même qui l'avaient vu échouer. Derrière eux, le mâle alpha marche, sa crinière noire comme l'ombre d'un orage. Le groupe avance avec une certitude presque solennelle, et le jeune homme, toujours allongé, les regarde sans bouger, conscient de ce que signifie ce moment. L'alpha s'arrête à quelques mètres. Pendant quelques secondes, tout se fige. Seul le bruit du vent dans l'herbe sèche se fait entendre. Le regard du chef se fixe sur le jeune homme. Il y a de la méfiance, mais aussi quelque chose de plus profond, la reconnaissance. L'alpha avance lentement, incline la tête et hume l'air. Puis il tourne autour de lui, marquant son territoire, mais n'attaque pas. Finalement, il lève la tête, pousse un rugissement profond et s'éloigne sans se retourner. Il n'y a pas de geste gentil dans la hiérarchie du lion. Le respect se manifeste en acceptant le silence. Le jeune homme tente de s'asseoir. Ses muscles protestent, la blessure le fait souffrir, mais il y parvient.
Il fait quelques pas hésitants et reste immobile, regardant le reste de la meute l'entourer sans hostilité. Les lionnes le regardent avec une nouvelle lueur dans les yeux. Il n'est plus l'homme blessé qui se traînait derrière les autres. Maintenant, c'est lui qui a défendu les oursons quand personne d'autre ne l'a fait. Celui qui a affronté le danger quand les autres étaient loin. La blessure, toujours ouverte, devient désormais son insigne. Alors que le soleil disparaît à l'horizon, le Serengeti se teinte de rouge. Des oursons jouent autour, imitant ses rugissements et sautant entre ses pattes. Il les observe patiemment et, pour la première fois, son regard est calme. La peur s'est envolée. Seule demeure la certitude de sa place. La savane n'accorde pas facilement de secondes chances, mais quand elle le fait, elle les scelle avec une dignité qui perdure. Plus tard, lorsque l'obscurité enveloppe tout, le jeune homme s'allonge auprès des lionnes. L'air nocturne est empli de sons, grillons, oiseaux lointains, murmures du vent. De tous, un rugissement s'élève. Profond, ferme, résonnant. C'est leur rugissement. Ce n'est pas le défi d'un leader, mais l'affirmation de quelqu'un qui a trouvé sa raison d'être. Au loin, le troupeau répond par un écho profond qui s'étend à travers la plaine, une symphonie naturelle de force et d'unité. La nuit avance, et avec elle, le cycle éternel de la savane. Le jeune homme ferme les yeux, laissant la chaleur du groupe l'envelopper. Au cœur de la meute, il n'y a plus de blessés ni de parias, mais un nouveau gardien. Quelqu'un qui a compris que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la protection. Et ainsi, sous un ciel étoilé, l'histoire du jeune lion se mêle au murmure de la faune. Un rappel que même dans le royaume le plus féroce de la terre, la force trouve son sens lorsqu'elle est utilisée au service des autres. La troupe des lions, le messager sagittaire, les chacals, les buffles et même les serpents évoluent dans la même arène où chaque action a des répercussions, chaque décision façonne l'équilibre. La vie dans la savane n'est pas un conflit constant, c'est un réseau de relations où l'instinct coexiste avec l'opportunité et où la coopération, souvent silencieuse, définit la survie. Toutes les espèces de la savane africaine ne se trouvent pas dans une confrontation sans fin. Certaines, bien qu'appartenant à des mondes complètement opposés, parviennent à collaborer de manière inattendue. Les chacals s'approchent furtivement des zones de chasse aux lions, collectant des restes qui garantissent leur nourriture tout en avertissant d'un danger imminent. Les pique-bœufs se perchent sur le corps des grands herbivores, se nourrissent de parasites et émettent en retour des signaux qui avertissent de la présence de prédateurs. Même les éléphants et les antilopes, qui diffèrent en taille et en stratégie, trouvent dans la présence de l'autre un avantage qui multiplie leurs chances de survie. Chaque connexion, chaque interaction n'est pas une coïncidence. C'est une alliance tacite qui soutient la vie dans l'un des écosystèmes les plus extrêmes de la planète. Le jeune lion, désormais guéri et reconnu pour son courage, n'est pas seulement un exemple de guérison physique, mais un symbole de la façon dont l'audace et la protection de ses semblables gagnent le respect. Leur histoire est étroitement liée à celle de la meute, à la stricte hiérarchie qui régit la coexistence, et à chaque créature qui trouve dans la coopération et l'observation silencieuse le moyen de survivre aux défis constants de la savane. La vie ne consiste pas seulement à chasser ou à fuir, il s'agit d'interpréter chaque mouvement, chaque son, chaque ombre, et de les transformer à votre avantage. Dans les prairies dorées, où la lumière de l'après-midi peint de longues ombres, le messager sagittaire se déplace avec la même détermination que le jeune lion. Chaque pas de ses pattes blindées rappelle que même le plus petit chasseur peut vaincre un ennemi redoutable. Son regard scrute les hautes herbes, son vol est court mais précis, et sa force réside dans la combinaison de l'instinct et de l'apprentissage. Il a enseigné à ses jeunes, protégé sa compagne et laissé un héritage qui transcende l'individualité. Leur existence reflète la loi non écrite de la savane. Chaque espèce dépend d'une autre, et chaque survie devient partie d'un tout plus grand. Au-delà de la lutte directe, la savane est une toile de vie qui s'adapte à chaque saison. Les rivières fournissent abri et eau, les acacias fournissent ombre et couverture, et la migration des grands herbivores redéfinit les itinéraires et les opportunités. Chaque espèce, du prédateur le plus redouté à la proie la plus rapide, trouve des niches, apprend les risques et exploite les avantages. Et dans ce flux constant, l'équilibre est maintenu qui permet à la vie de prospérer même dans un territoire où la chaleur est torride et la concurrence implacable.
Le Serengeti et le Kalahari, leurs prairies et leurs zones humides, leurs montagnes et leurs collines, témoignent de chaque histoire de survie, de chaque confrontation, de chaque alliance inattendue. Les lions, les chacals, les oiseaux et les serpents que nous avons suivis au cours de ce voyage ne sont que quelques exemples d'une histoire plus vaste. Un écosystème vivant, dynamique et résilient, où la coopération, le courage et la stratégie se combinent pour garantir que la savane reste un sanctuaire de vie. Et tandis que le soleil se couche à l'horizon, illuminant pour la dernière fois la silhouette du messager sagittaire sur l'herbe dorée, la vérité la plus profonde de la savane africaine se révèle. Ici, la force est équilibrée par la coopération, la survie est intimement liée à l'apprentissage, et chaque créature, grande ou petite, joue un rôle qui assure que la vie continue, implacable et magnifique, génération après génération.